Marseille, située dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne. Depuis plus de 26 siècles, la cité antique à l'architecture exceptionnelle ne cesse de se développer. Dans la ville, les monuments reflètent la puissance de la cité phocéenne et témoignent du savoir-faire des bâtisseurs. Parmi les monuments marseillais les plus emblématiques, 4 rappellent plus que les autres la capacité des hommes à se jouer des contraintes et repousser les limites de la construction pour accomplir leurs desseins et marquer l'histoire. Le fort Saint-Jean, le fort Saint-Nicolas, le château d'If et la basilique Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde est toujours le symbole, le repère, l'image de Marseille. Le fort Saint-Jean, c'est un lieu central parce que c'est le départ des croisades, c'est la conquête vers les Terres Saintes. Le château d'If, c'est un geste monarchique majeur qui est la construction de la frontière de la France. Dans le fort Saint-Nicolas, les canons sont essentiellement orientés sur la ville, donc ils devaient vraiment intimider les Marseillais. Qui est à l'origine de ces 4 monuments exceptionnels? Quels moyens ont été imaginés par les bâtisseurs pour les construire? Et quels secrets se cachent derrière leur architecture? Le fort Saint-Jean, c'est un monument composite, disparate, comme un millefeuille historique. Au fort Saint-Nicolas, on a 2 étoiles imbriquées l'une dans l'autre, et jamais de surface perpendiculaire où l'ennemi pourrait tirer. La construction du château d'If a été un défi technique. On va araser la roche. C'est un travail titanesque. Sur la colline de Notre-Dame de la Garde, l'architecte va en fait se servir du fort comme socle pour poser la basilique. Le plus grand défi, ça a été de hisser jusqu'à 225 mètres de haut la statue de la Vierge à l'Enfant. Grâce aux meilleurs spécialistes du patrimoine de Marseille, à des reconstitutions en images de synthèse et à des prises de vue aériennes inédites, vous allez comprendre comment ces édifices sont sortis du sol marseillais. Voici l'histoire de la construction de 4 des plus beaux monuments de Marseille, fruit du génie de bâtisseurs visionnaires. Sur la côte méditerranéenne, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille est une cité dont l'origine remonte à l'Antiquité. Chaque année, près de 5 millions de touristes arpentent les quartiers enchevêtrés de la ville à la découverte de son extraordinaire patrimoine architectural. Depuis ses origines grecques et romaines jusqu'à la modernité de notre siècle, la ville exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont superposées au fil du temps. Des monuments, parfois oubliés, dont il ne reste que des ruines. D'autres qui subsistent et se dressent fièrement, comme des étendards. C'est le cas de la basilique Notre-Dame de la Garde. Nichée à 150 mètres d'altitude, la Bonne Mère est visible de partout à Marseille et jusqu'à 20 km en mer. Notre-Dame de la Garde est le repère, l'image de Marseille. Depuis sa création en 1853, elle pose un regard bienveillant sur la ville. Il y a une ferveur autour de ce monument parce qu'on a l'impression qu'elle protège tous les Marseillais. Dans tous les soucis de la vie courante, on a pour beaucoup l'habitude de monter à Notre-Dame de la Garde pour déposer un cierge et faire une petite prière. Construite dans le style romano-byzantin, la Bonne Mère mesure 52 mètres de long sur 17 mètres de large, l'équivalent d'une piscine olympique. Au sommet de son clocher, à 60 mètres, trône la statue monumentale de la Vierge à l'Enfant. La construction de la basilique sera longue et difficile. On pose la première pierre en 1853
et on posera la dernière tesselle de mosaïque en 1899. 46 ans de travaux ont été nécessaires. Pour connaître les secrets de conception de cet extraordinaire monument, il faut remonter 10 siècles en arrière, alors que le relief qui surplombe la mer porte déjà le nom de colline de la Garde. Cette colline est une colline de guet pour surveiller la mer, pour surveiller l'entrée du port. Et il en sera ainsi pendant 1000 ans. Au sommet de la colline, la situation stratégique du poste d'observation permet de prévenir la ville en cas d'attaque maritime de pirates, barbares ou sarrasins. La dévotion pour ce lieu ne tarde pas. En 1214, la fonction religieuse s'implante au sommet de la colline. Un ermite monte à Notre-Dame de la Garde pour y mener une vie retirée. La même année, l'ermite fait construire une petite chapelle sur la colline de la Garde, un repère salutaire pour les marins qui prennent la mer. Détruite puis reconstruite après la mise à sac de Marseille par les troupes du roi d'Aragon en 1423, l'avenir de la chapelle est à nouveau menacé au XVIe siècle. Charles Quint, roi d'Espagne et empereur germanique, souhaite conquérir la Provence pour relier ses terres espagnoles et italiennes. Le roi de France, François Ier, est contraint de renforcer ses défenses marseillaises. François Ier a besoin de contrôler le principal secteur d'attaque qui est tourné vers l'est, d'où viendra l'ennemi. Donc il a besoin de contrôler la grande crête qui monte jusqu'à la Garde. Seulement la construction d'un fort sur la stratégique colline de la Garde se heurte à un inconvénient, la présence de la petite chapelle de la Vierge. Les rois de France sont des rois très croyants. Ils représentent Dieu et ils ont à la fois une responsabilité militaire et religieuse. François Ier donc ne peut pas se permettre de raser le sanctuaire qui est le sanctuaire essentiel des Marseillais. Il ne peut pas. La révolte serait généralisée. Contraint par la chapelle ainsi que par les dimensions exiguës de la colline, dont le sommet ne constitue qu'un petit plateau rocheux entouré de fortes pentes, les architectes vont ceinturer l'édifice pour l'intégrer au fort. Alors la chapelle qui était à l'intérieur du fort, on sait qu'elle est minuscule et elle est totalement écrasée, elle est en contrebas des terrasses du fort, donc elle devait être vraiment, son toit ne devait pas dépasser au-dessus du fort. Le fort est un triangle constitué de 2 côtés de 75 mètres et d'un troisième de 55. Sur la pointe ouest, le bastion royal sert de vigie. Un autre couvre le flanc est. Dans la pointe aiguë du fort, côté sud, se trouve le magasin de poudre. Sous la basilique, l'éperon orienté vers la mer rappelle l'existence du fort construit en 1536 sous le règne de François Ier. Le fort est très bien adapté à la topographie et il est évidemment passionnant puisque construit à la fin de la décennie 1530, il est donc un des tout premiers bastions d'Europe occidentale, donc c'est vraiment une formule extrêmement précoce que ce bastion de la Vigie. Désormais, pour entrer dans la chapelle, il faut gravir un escalier, puis franchir un pont-levis encore fonctionnel aujourd'hui. Même si les fidèles n'ont pas accès au fort, une cohabitation entre l'Église et l'armée s'instaure pour plus de 4 siècles. C'est ce qui évidemment est fascinant, c'est ce dialogue que ça raconte entre le sabre et le goupillon, entre cette rencontre pendant plusieurs centaines d'années entre le sanctuaire et la logique du militaire. C'est seulement dans les périodes de troubles ou de menaces que l'accès à la chapelle ne sera pas autorisé par les militaires. En 1793, après la Révolution française, le fort est réquisitionné. La chapelle désaffectée est transformée en prison. Rendue au culte 14 ans plus tard, la ferveur des fidèles de la Bonne Mère ne se dément pas. Au milieu du 19e siècle, la population marseillaise a presque doublé en 20 ans, passant de 65 000 habitants à plus de 100 000. Sur la colline de la Garde,
la chapelle n'est plus assez grande pour accueillir les fidèles. Le projet de construction d'une grande basilique germe dans les esprits. Mais comment convaincre l'armée de céder une partie de son fort pour le réaliser? La carrière militaire de ce fort a été très modeste. Et milieu 19e siècle, il ne sert plus à grand-chose d'un point de vue militaire. En 1853, le fort, désormais considéré comme un ouvrage militaire de seconde catégorie, est déclassé par l'armée. Il peut laisser place à un ambitieux projet, celui de la future basilique Notre-Dame de la Garde. Les meilleurs cabinets d'architectes entrent alors en compétition. C'est ainsi que vont se détacher deux projets, un projet néo-gothique et un projet romano-byzantin. Le projet retenu est celui d'inspiration romano-byzantine, présenté par le célèbre bâtisseur de la cathédrale de la Major à Marseille, Léon Vaudoyer. Alors cet architecte, c'est certainement une grande personnalité. Il est professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a une notoriété qui lui ouvre beaucoup de grands chantiers importants en France. Ce que l'architecte ne dit pas, c'est qu'il sert de prête-nom à celui qui a dessiné les plans, son jeune disciple, Henri-Jacques Espérandieu. Espérandieu avait 23 ans, il était protestant, il n'avait aucune chance de gagner ce concours-là s'il s'était présenté personnellement. Le jeune architecte œuvre alors dans l'ombre du maître. C'est le début d'un chantier épique qui va durer un demi-siècle. Les militaires ont quand même imposé à l'architecte un aménagement particulier et les grands escaliers, le pont-levis, les petites échauguettes sont une demande expresse pour garder un caractère défensif. Espérandieu, l'architecte, il va se contenter de raser la vieille chapelle et de se servir du fort comme socle pour poser la basilique. Ce qui veut dire que le fort, il est intact aujourd'hui. Il est là, il est omniprésent sur toute l'enveloppe. En 1853, la première pierre de la basilique est posée sur le fort qui sert de fondation. Le soubassement est construit en pierre de Cassis. Les pierres grises des murs sont importées de Nîmes. Seuls des matériaux nobles sont employés. Ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'on est allé chercher des pierres excessivement loin. La pierre gris-verte, elle vient de Florence, un peu de grès rose des Vosges, et on ira même chercher en Algérie de l'onyx. À l'intérieur de la basilique, la nef, agrémentée de 6 chapelles latérales, mesure 32 mètres de long et 14 mètres de large. L'extraordinaire mosaïque du plafond, fruit de milliers d'heures de travail, s'étend sur 1200 mètres carrés. Une prouesse architecturale qui témoigne de l'excellence des bâtisseurs. C'est à une époque où on veut faire pour Notre-Dame de la Garde ce qu'il y a de mieux construit, avec les matériaux les plus solides et les plus riches. Matériaux onéreux, main-d'œuvre qualifiée, le budget de la construction estimé à 700 000 francs au départ va exploser. Dès le début, il y aura un décalage énorme entre l'ambition du projet et les moyens pour le financer. Et ainsi, pendant tout le déroulement du chantier, il y aura cette tension extrême entre on veut ce qu'il y a de plus beau, on veut les meilleurs matériaux et nous n'avons pas les moyens immédiats pour les financer. L'avancée des travaux dépend de la générosité populaire, des dons trop irréguliers qui viennent à manquer. Le chantier est menacé. Le chantier démarre en 1953, à peine 5 ans après il s'arrête. 200 ouvriers se trouvent au chômage, c'est un retentissement dans la ville. Il faut lancer des souscriptions, il faut faire appel à l'État, il faut se débattre pour arriver à financer ce projet-là. En 1866, 13 ans après le début du chantier, les fonds pour construire le clocher sont enfin réunis. Il va mesurer 41 mètres de haut et supporter le poids et les vibrations d'un énorme bourdon. Ce bourdon est gigantesque. Il pèse 8 tonnes. Il vient de très loin. Il a été fondu à Lyon. Et cette énorme cloche, pas question de l'accrocher sur les murs. Son balancement fissurerait tout de suite le clocher. Donc, elle est installée sur ce qu'on appelle un beffroi.
un gros ouvrage de charpente en bois. Ce bourdon, quand il sonne, est entendu de tout Marseille et bien au-delà. Au-dessus, le beffroi est surmonté d'une terrasse ornée de 4 anges qui supportent un campanile de 12,50 mètres. Celui-ci sert de piédestal à l'œuvre du sculpteur Eugène Lequesne, une statue monumentale de la Vierge à l'Enfant de 11,20 mètres. Ce projet de statue au sommet de la tour fait peur aux contemporains d'Espérandieu. Les statues donc, en fonte traditionnelle sont extrêmement lourdes. Hein. Vous avez quand même des statues qui pèsent plusieurs tonnes. Impossible de construire une statue de cette taille en bronze. Impossible de la construire en coque mince. Elle serait menacée par le vent. Il faut donc trouver une autre technique. C'est à Paris, dans les ateliers Christoffel, que la solution est trouvée. Afin de gagner du poids et d'être suffisamment rigide, la statue va être conçue selon un nouveau procédé aux multiples avantages, la galvanoplastie. La galvanoplastie, c'est le procédé qui vous permet de déposer n'importe quel métal sur une autre surface. Donc on va commencer par prendre des moules du plâtre du sculpteur. Le moule rendu conducteur est mis dans un bain d'électrolyse et à l'autre pôle de la pile, on met du cuivre. Et lorsque vous branchez l'électricité, comme elle va toujours du plus au moins, les ions de cuivre vont se déposer dans le moule. Une fois donc l'épaisseur désirée atteinte, on va démouler et vous avez donc votre élément de statue qui est fabriqué. Pour cette opération, l'immense statue est divisée en 4 tronçons de plus de 2 tonnes chacun. La coque de la statue, c'est 8 mm d'un alliage de plomb et d'étain, 2 mm de cuivre, les 2 mm de la galvanoplastie, et ensuite une feuille d'or, ou plutôt 1500 feuilles d'or pour couvrir toute la surface de la statue. En décembre 1869, chaque élément quitte Paris pour Marseille en train avant d'être hissé au sommet de la tour. Afin de résister à la puissance du Mistral dont les vents atteignent parfois plus de 200 km/h, la coquille galvanique doit encore être fixée solidement. Au pied de la statue, on a un cylindre métallique qui plonge dans le campanile en pierre, qui remonte jusqu'au sommet de la statue. Ce cylindre est ensuite retenu par des tirants qui ramènent les tensions jusqu'au bas du campanile, c'est-à-dire au niveau de la terrasse des anges. On commence à bâtir le premier étage de la charpente métallique. On emboîte le premier tronçon de la statue, le second morceau de la statue, et ainsi de suite jusqu'en haut. Ils sont rivetés entre eux. Des entretoises en métal rejoignent le pylône métallique. Notre-Dame de la Garde est exceptionnelle par ses dimensions. On est sur une statue qui, de mémoire, fait 10 tonnes. Je dirais que c'est une des réussites techniques les plus abouties du 19e siècle en matière de galvanoplastie. À l'intérieur de la statue, un escalier hélicoïdal d'1,20 m de diamètre conduit jusqu'à la tête de la Vierge, d'où l'on peut observer la ville. Après une longue campagne de rénovation achevée en 2008 pour un coût total de plus de 5 millions d'euros, la Bonne Mère a retrouvé son lustre d'antan et peut à nouveau affronter les intempéries comme au premier jour. Les éléments. Un autre monument emblématique marseillais les affronte depuis des siècles. Le château d'If. Implanté dans l'archipel du Frioul, à 2 km en mer, le château d'If est l'un des sites les plus légendaires de Marseille. Notamment parce que cette terrible prison d'État a servi de décor au célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Le château d'If oscille entre mythe et réalité. Le château d'If, c'est d'abord un geste monarchique majeur qui est la construction de la frontière de la France. Construit à la demande de François Ier en 1524, une dizaine d'années avant le fort de la colline de la Garde,
le château d'If est le premier fort de l'État moderne à verrouiller une frontière maritime face à la stratégie offensive de l'Espagne. Le seul accès maritime à Marseille, c'est de passer par la passe du Frioul, entre If et Ratonneau. Si on passe au nord, on sera sous le vent des falaises assez hautes du Cap Couronne et de la zone derrière les stacks. Donc on aura sans doute le vent coupé. Si on passe au sud, c'est bourré de rochers qui affleurent au ras de l'eau, qui sont des véritables cimetières à bateaux. Ce qui veut dire que qui possède le Frioul contrôle Marseille. Située au centre de la rade de Marseille, l'île d'If est donc un emplacement stratégique pour implanter la forteresse destinée à protéger la ville des attaques, garantir son ravitaillement par la mer et contrôler le transit des marchandises qui échappent à l'autorité royale. L'île d'If est un rocher, un énorme rocher, difficile d'accès. Donc c'est un avantage parce que imprenable. Donc les atouts de l'îlot, c'est qu'il est très élevé et très étroit, qui en plus était valorisé immédiatement par la construction d'un mur à la rupture de pente du rocher. Cette enceinte était là pour améliorer ces escarpements très verticaux. Sur la partie ouest de l'île, le fort est un bâtiment carré de 3 étages, mesurant 28 mètres de côté, flanqué de 3 tours cylindriques et d'un pont-levis. Un édifice à mi-chemin entre l'héritage médiéval et la modernité des fortifications bastionnées. Le château d'If est à la fois un monument moderne et un monument archaïque. Il est moderne parce que la formule de la grosse tour cylindrique est la meilleure pour le combat naval. Elle permet de suivre le mouvement des navires. Mais en même temps, il est archaïque parce qu'il s'inscrit dans la tradition des grosses tours qui marque la prise de possession par le roi de France où on fait ces gros totems ostentatoires. Achevée en 1529, après seulement 3 ans de travaux, la construction est si rapide qu'elle surprend aujourd'hui encore les spécialistes. Il est clair que la construction du château d'If a été un défi technique parce qu'il a fallu créer des escaliers, des rampes pour acheminer les matériaux. Les ports sont des très mauvais mouillages, il doit y avoir à peine 120 jours de débarquement possible par an. Dans un premier temps, pour implanter le donjon carré, on va araser la roche, puis on va faire livrer de la pierre de la couronne, qui est une carrière qui se trouve à peu près à une trentaine de kilomètres dans la ville de Martigues. C'est un travail titanesque. Après la construction de la partie centrale du fort, c'est la tour Saint-Christophe qui est bâtie. Tournée vers la mer au nord-ouest, elle mesure 22 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. La tour Saint-Christophe est évidemment la plus importante pour arrêter les bateaux venus du large, puisque c'est celle qui est tournée vers la passe par laquelle se présenterait une flotte ennemie. On a ces 3 étages et une terrasse qui est marquée par un parapet à profil semi-circulaire qui est vraiment conçu pour faire dévier et ricocher le tir venu éventuellement d'un navire depuis la mer. Pour multiplier les champs de tir et éviter une fragilisation de la ligne de défense, la tour Saint-Christophe est percée d'une dizaine de larges embrasures organisées à différentes hauteurs. À l'intérieur, des pièces d'artillerie à la puissance de feu redoutable. C'est les pièces sur roue et dans chaque étage des tours, peut-être une seule pièce peut desservir les 4 embrasures. C'est-à-dire qu'on peut déplacer le canon rapidement en fonction de la mission. Afin d'optimiser la fréquence de tir des canons, les ingénieurs ont aussi doté le fort d'un système de ventilation d'une grande modernité. Les tirs génèrent un maximum de gaz carbonique qui reflue à l'intérieur des salles, qui asphyxie les hommes. Et donc là, on a une préoccupation de créer des courants d'air constants par les gueules ouvertes, la ventilation dans chaque embrasure, plus la ventilation sommitale. On a un système très performant de ventilation des casemates contre les gaz carboniques. À l'opposé de la tour Saint-Christophe, les tours Saint-Jaume et Maugovert sont elles aussi fortement armées. Mais leur orientation a une autre vocation. On a fait ces 2 tours qui encadrent la porte comme un décor de théâtre parce que c'est celles qui font le plus sport à Marseille parce qu'elles sont tournées vers la ville et elles sont vues de Marseille. Avant le rattachement de la Provence à la France,
Marseille est une république maritime aux privilèges équivalents à ceux d'une cité autonome, notamment celui d'assurer sa défense elle-même, ce qui la rend difficile à contrôler. C'est ce qui fait toute la subtilité du château d'If, qui est à la fois là pour protéger Marseille, et à la fois les Marseillais ont très bien compris que c'était aussi là pour la surveiller. Ils appellent le château d'If la mauvaise voisine. Ils ont très bien compris que c'était quand même un château qui était là pour contrôler toute la navigation et les trafics, dans les deux sens du terme, que pouvaient faire les Marseillais hors contrôle de l'État. Si bien que la 4e tour, prévue à l'origine face à la mer, ne sera jamais construite, jugée inutile puisqu'elle n'impressionne pas Marseille. C'est toujours pareil, dans la fortification, la part de la dissuasion est souvent plus forte que la part de l'efficacité réelle. Faire peur est déjà considérable, si ça dissuade d'attaquer. Si l'ostentatoire fortification dressée comme un avertissement tient en respect Marseillais et envahisseurs, elle n'est cependant pas sans défaut. Le château d'If, en termes de défense militaire, il est totalement dépassé, on va dire, dès le début de sa construction. Il est trop haut pour permettre d'atteindre aisément les navires. Le château d'If a été conçu dans la perspective de tirs plongeants en direction de la mer, ou vers la rade. On appelle cela des tirs à démater, des tirs efficaces sur de gros navires. Tant qu'il est condamné à tirer uniquement 30 à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, il reste relativement inoffensif. Les tartanes et les bateaux barbaresques sont très petits et avec des matés très bas sur l'eau. Donc si le bateau frôle le château d'If, il ne sera pas vu. Et s'il passe au ras de l'île de Ratonneau, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas atteignable. Seuls les tirs des batteries basses, dits accoulés, sont efficaces. Effectués à moins de 3 mètres de la ligne de flottaison, ils dévastent la coque de n'importe quel navire. Il est impossible de créer des batteries basses au château d'If parce que le rocher est à vertical dans une mer qui est très profonde tout de suite. Donc on ne peut pas asseoir des batteries, il aurait fallu faire un arrangement considérable. En 1701, Vauban, chargé de moderniser l'édifice, prend la mesure du problème, mais comment y répondre ? La solution se trouve de l'autre côté de la passe, à l'extrémité est de l'île de Ratonneau, sur le cap de Croix. Là, à partir du moment où on a la batterie de Croix qui permet de coupler les feux entre le château d'If, tir à démater, et la batterie de Croix, tir à couler, là, les tirs seront efficaces. Désormais, les feux des deux îles prennent immanquablement les navires en étau. Le château d'If est maintenant à la hauteur de sa réputation. Car en plus de verrouiller la passe, l'île est aussi une prison redoutable. Alors, le château d'If est la prison la plus détestable que l'on puisse imaginer. Cette prison n'a pas d'équivalent, pour la simple et bonne raison, c'est que l'histoire carcérale du château d'If est une histoire très longue. Elle est de l'ordre de 500 ans. Le château d'If est l'une des plus anciennes prisons politiques de France. Une terrible geôle équivalente à la Bastille, en terre de Provence. La décision de faire du château d'If une prison résulte en fait d'une série d'incidents. Les 2 premiers prisonniers sont 2 pêcheurs qui sont interpellés par la garnison en novembre 1540. L'idée de faire pression afin qu'ils ne pêchent plus autour de l'île d'If. 40 ans plus tard, en 1580, le premier prisonnier politique de la citadelle accusé de complot contre la monarchie est enfermé. Le château d'If, comme beaucoup de prisons d'Ancien Régime en fait, n'étant pas construit pour servir de prison, va devoir s'adapter. On a des espaces carcéraux, mais qui sont d'abord des espaces militaires. Les anciennes chambres de tir et casemates réservées à la garnison du fort sont transformées en cachots. Au rez-de-chaussée, on a une galerie qui peut accueillir jusqu'à 180-200 prisonniers entassés avec un seul point d'eau, un seul lavabo pour tout le site. La promiscuité associée à une mauvaise hygiène ne laissait pas plus de 9 mois d'espérance de vie aux prisonniers. Au premier étage, moyennant finance, il était possible de louer une cellule individuelle appelée « pistole », du nom de la somme d'argent qu'il fallait débourser.
Une pistole, c'est un cachot individuel, en fait, avec des prestations, on dira, bois de chauffage, nourriture, lit, ameublement. Au premier étage, donc les anciens logements chambrés des gouverneurs, équipés toutes de cheminées avec fenêtres, sont transformés en prisons de luxe. Dans certaines de ces cellules à pistoles vont séjourner d'illustres personnages, comme Mirabeau, enfermé 6 mois à la demande de son père pour punir ses penchants libertins. Mais la cellule la plus visitée, la voici. La cellule la plus visitée est celle de l'abbé Faria, ainsi que le cachot d'Edmond Dantès. Les visiteurs se battent pour voir ce décor du célèbre roman du comte de Monte Cristo. Au fond de la cellule, un trou. Il illustre le moyen par lequel les 2 personnages imaginaires du roman ont communiqué. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que finalement un gardien dans les années 30 a fini par creuser un trou dans la voûte du cachot dit de l'abbé Faria pour que le mythe devienne réalité et que les visiteurs voient l'endroit par lequel Monte Cristo a pu s'évader. Donc on est là dans une fiction qui devient réalité. Dans le roman, Edmond Dantès accomplit une évasion devenue mythique. Un rêve qu'auraient aimé concrétiser nombre de prisonniers. Il y a eu plusieurs tentatives d'évasion, mais si on en dénombre 10, c'est le grand maximum. Il faut être très bon nageur pour pouvoir sortir de la passe. Les courants sont là, la houle, la profondeur, c'est très compliqué. Suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, l'île se transforme en enfer pour 3500 protestants arrêtés sur ordre du roi. Ce sont des centaines de protestants qui vont être entassés, donc c'est des conditions très dures. Même les cellules individuelles contiennent 30-40 prisonniers. Des conditions de détention qui peuvent rapidement dégénérer. Pour éviter les mouvements de rébellion collective, la priorité, c'est d'assurer les stocks, c'est-à-dire une nourriture de qualité et en quantité suffisante. Donc ça veut dire qu'il y a des très grandes zones de stockage au rez-de-chaussée. Autre point crucial, l'approvisionnement en eau. Il n'y a pas d'eau courante sur l'île avant juillet 1998. Donc jusqu'à cette date, vous avez un système d'impluvium, de collecte donc des pluviales. Un impluvium est un ingénieux système de collecte des eaux de pluie. Sur les terrasses du fort, le sol incliné vers les murailles fait ruisseler l'eau jusqu'à une rigole en pierre de taille avant qu'elle ne soit filtrée par un décanteur. Les eaux de pluie sont stockées dans une immense citerne qui se trouve sous la cour principale du château. Elle est entièrement carrelée de terre cuite pour éviter l'évaporation et les contaminations par la terre, les choses comme ça. Si les détenus ne manquent ni d'eau ni de nourriture, leurs conditions de vie n'en sont pas moins terribles. Sur 3 des façades de la cour principale, une frise de graffiti témoigne de leurs conditions d'incarcération. Les graffitis que l'on peut lire sur les murs du château d'If sont l'œuvre des prisonniers du XIXe siècle, des révolutionnaires. C'est un véritable mémorial. Ils ont sculpté pendant au moins 7 mois devant les militaires, les gardiens, les médecins. Tout le monde était au courant de ce travail-là. Ils veulent revendiquer leurs idéaux, même s'ils sont enfermés, ils vont s'approprier cette prison. Ça va être l'hôtel du peuple souverain. Avec le château d'If, François Ier tente d'imposer aux Marseillais le pouvoir royal et contrôler la passe du Frioul. Mais l'idée de protéger la ville est bien antérieure. À l'embouchure du Vieux-Port, le site du fort Saint-Jean est un empilement de fortifications depuis la première occupation phocéenne, 600 ans avant Jésus-Christ. Le fort Saint-Jean, c'est un monument composite, disparate, comme un millefeuille historique. Au départ, c'est une vigie qui est posée à l'entrée du port pour contrôler les mouvements amis ou ennemis dans la rade.
Simple château fort au 8e siècle, pour résister aux nombreux raids des Sarrasins et pirates venus de Grèce, il se développe au 12e siècle avec la construction de la commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean, dont il conserve le nom. Le rayonnement de la commanderie des Hospitaliers, il s'illustre par le départ des croisades, et donc c'est forcément un bâtiment important, c'est même certainement un lieu central, parce que c'est la conquête vers les Terres Saintes. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, comme c'est un ordre hospitalier, naturellement on met une infirmerie, et puis on va construire une chapelle romane. De cette époque médiévale, seuls les vestiges de la petite chapelle et du palais du commandeur, en partie détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, sont encore visibles. Au XVe siècle, à l'extrémité sud du fort, le roi René d'Anjou fait ériger une puissante tour carrée de 28 mètres de haut avec un objectif: réguler l'accès au port. La tour carrée, elle a été voulue par le comte de Provence, qui a été marquée par le saccage de la ville par les Aragonais en 1423. Le but de défense, il est là. Sur le sommet, on pouvait mettre une dizaine ou une douzaine de canons, dirigés contre la ville ou dirigés contre la passe. La passe à contrôler mesure une centaine de mètres de large. Une partie est obstruée par des rochers interdisant le passage des navires. Seuls les 30 mètres de la partie nord sont navigables. Cette tour va servir à accueillir une chaîne qui se développe entre le côté nord, c'est-à-dire le fort Saint-Jean, et puis le côté sud, qui à l'époque s'appelait la Tête de Mort. Mais la difficulté de tendre une chaîne de cette dimension met les ingénieurs à l'épreuve. La chaîne du port était constituée de plusieurs parties qui s'appuyaient sur des fûts de maçonnerie, des ensembles de bois qui étaient enfoncés dans l'eau. Et la partie qui était mobile s'appuyait, elle, sur une embarcation ouvrant ou enfermant la partie qui était au nord, celle au sud restant fixe. Une chaîne qui finira tout de même par céder sous les coups de boutoir de l'envahisseur. La chaîne du port à Marseille est un exemple exceptionnel puisque c'est une des rarissimes chaînes qui a été conservée. Elle a été en fait prise en trophée par les Catalans et emportée à Valence en Espagne, où elle est toujours aujourd'hui suspendue dans la cathédrale. 200 ans plus tard, à la pointe occidentale du rempart, une tour encore plus imposante est édifiée par les armateurs marseillais. Donc la tour du Fanal, c'est une tour qui s'érige sur un plan circulaire à 49 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une tour qui permet de contrôler et puis également d'être un phare. C'est elle qui marque l'entrée dans la passe du port. Il y a des marques de fer qui montrent que l'on pouvait à son sommet accrocher des fagots de bois, ce qu'on appelait à l'époque en Provence des fascines, et la nuit, si besoin, mettre le feu, diriger les navires qui voulaient rentrer au port. Donc, elle avait été construite uniquement dans ce rôle de vigie. Mais cette forteresse massive à l'aspect redoutable, c'est sous le règne de Louis XIV qu'elle prend la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Au milieu du XVIIe siècle, Marseille traverse une période de troubles et d'agitation. Après plus d'une dizaine d'années de rébellion contre le pouvoir royal, une révolte populaire éclate. C'est une révolte de Marseille qui va molester les représentants du roi dans la ville, qui va empêcher la présence des troupes et qui va créer une situation insurrectionnelle dans la période de la Fronde. Marseille a osé se rebeller et puis, ne l'oublions pas, c'est le premier port de France. Donc, il ne peut laisser la sédition s'installer là. En mars 1660, pour mater la révolte, Louis XIV, appuyé par une armée de 6000 hommes, entre dans Marseille. Cette fois, le jeune roi n'entend pas laisser la situation impunie. Le fort Saint-Jean, il est là pour imposer le pouvoir. C'est l'emblème d'un pouvoir contre lequel la ville a tendance régulièrement à se révolter. Afin de soumettre la cité rebelle et de rappeler aux Marseillais leur devoir d'allégeance, le fort Saint-Jean est modifié en profondeur. La période Louis XIV est marquée pour le fort Saint-Jean par deux campagnes de travaux très distinctes.
On a le Chevalier de Clerville qui va construire les bâtiments intérieurs, la galerie des officiers, et puis toute l'enveloppe avec les 2 demi-bastions qui regardent vers l'église Saint-Laurent. Puis, dans un second temps, Vauban, après la mort de Clerville, va reprendre le projet et va créer donc toute la batterie basse pour des tirs à couler au ras de l'eau. Simultanément, Vauban a augmenté le fossé, qui fait que au XIXe siècle, c'est carrément devenu un bras de mer et le fort Saint-Jean est devenu une île. La citadelle isolée en cas d'attaque n'a plus seulement la vocation de défendre le port. Désormais, elle menace aussi les Marseillais. On voit nettement ce côté d'un fort tourné vers la ville, qui est renforcé par la vision des canons surélevés à une quarantaine de mètres de hauteur, qui sont contre la vieille ville. Mais Louis XIV ne s'arrête pas là. Sur la rive sud du port, il fait édifier une autre citadelle tout aussi impressionnante. Le fort Saint-Nicolas. Le fort Saint-Nicolas, il a été occupé par les militaires pendant 350 ans et c'est une mémoire de toute l'évolution de l'armement et de l'histoire militaire. C'est un fort qui était d'abord là pour regarder la ville en face. C'était vraiment une situation en balcon très agressive pour étaler ses canons face à la ville. Le fort Saint-Nicolas se présente sous la forme d'un carré posé sur un pentagone, prolongé par une queue d'aronde. Il mesure 52 000 mètres carrés, soit 7 fois la taille du stade Vélodrome. C'est un fort extrêmement massif. Il est construit sur un socle rocheux de 50 mètres de haut par rapport à la ville. Il était fait pour tenir des années s'il était assiégé. Donc l'architecture est extrêmement solide. Elle doit résister aux canons et permettre d'être autonome et de protéger tout un espace de vie. Le chantier titanesque, réalisé par le célèbre ingénieur militaire Louis-Nicolas de Clerville, est mené à terme en seulement 4 ans. Un exploit. C'est un chantier qui a des gros moyens pour marquer les esprits. On est vraiment au début de la période de gloire de Louis XIV. Marseille est une ville difficile, donc il fallait certainement qu'il aille vite pour ne pas avoir de rébellion pendant le chantier. Donc en 4 ans, on construit un ouvrage en pierre de taille, complètement, qui nécessitait quelques ouvrages très bien finis. Et c'est extraordinaire, c'est extrêmement rapide. Le chantier commence à un rythme effréné, avec les pierres des anciens remparts de Marseille. Puis, avec le calcaire rose de la carrière de la Couronne, située à quelques kilomètres de là. Donc le Chevalier de Clerville va utiliser la pierre de la Couronne pour une première raison, c'est la carrière locale. Elle est en face, elle est abondante et on peut l'amener en bateau. Il a été construit d'emblée en couronne parce que ça permettait d'avoir une belle sculpture, de faire des bossages, une animation plastique très forte qui est très maniériste avec des jeux de courbes et de contre-courbes qui descendent dans les pentes, qui se décrochent. La volonté de Clerville, c'est de faire peur aux Marseillais, de leur montrer la puissance du roi. Dans la partie haute, le fort dit d'Entrecasteaux est construit pour résister à de longs sièges. Ce type de fortification bastionnée, apparu en Italie au XVe siècle, répond à l'invention du boulet de canon métallique. Cette révolution technique de l'artillerie à boulet métallique va brutalement offrir la possibilité de casser le mur du château médiéval traditionnel en maçonnerie creuse. La tour est verticale, couronnée de machicoulis, toutes formes qui sont très exposées au bombardement. Au premier coup de canon, ça s'écroule, on peut plus se défendre. Désormais à 100 mètres de distance, les murailles médiévales de 20 mètres de haut se brisent sous l'impact de cette nouvelle artillerie. Et les hommes situés sur les remparts sont vulnérables jusqu'à 600 mètres. La double enceinte de la citadelle, imbriquée selon un plan en étoile, a donc pour vocation de maintenir les canons à distance et de faire ricocher les projectiles de façon à ce que l'énergie reçue lors de l'impact soit dégagée latéralement. Au fort Saint-Nicolas, on a donc 2 étoiles imbriquées l'une dans l'autre, 2 enceintes, une enceinte dite de combat, l'enceinte extérieure, et une enceinte dite de sûreté, l'enceinte intérieure, qui permet donc de ralentir la progression et surtout donc en cas de prise de l'enceinte de combat, qu'elle reste sous le feu de l'enceinte de sûreté. Le seul moyen de prendre la citadelle est donc de parvenir à percer ces 2 murailles. Seulement, les ingénieurs militaires ont imaginé des murs moins hauts. À 9 mètres,
la prise au boulet de canon est moins importante. Le corps du fort, des remparts, sont construits en moellon, donc ce sont des pierres un peu difformes, souvent des calcaires très durs. Et en surface, donc, ce qu'on voit en apparent, c'est des pierres de taille. Elles sont posées contre le mur en applique. C'est un calcaire assez tendre et qui serait susceptible de pouvoir amortir des boulets de canon. Enfin, pour que les pierres ne se déplacent pas lors d'un choc, elles sont solidement scellées entre elles avec de la chaux, coulées dans des gorges gravées en forme de pattes d'oie. La chaux, à la base, c'est de la pierre, c'est un calcaire qu'on a fait cuire dans des bains d'eau. Donc le principe, c'est d'envoyer ce coulis. L'eau va rentrer dans le bâti, va être absorbée ou évaporée. Il ne restera que la matière sèche qui va devenir une corps aussi dure comme la pierre qu'on a posée. Dans les parties les plus vulnérables du fort, là encore, le génie militaire a œuvré. Les ouvrages sont consolidés aux angles par des chaînages en pierre. Donc un chaînage en pierre, ce sont des pierres qui sont harpées, c'est-à-dire qui sont imbriquées les unes aux autres et qui vont consolider l'angle. Dans un chaînage, les pierres sont donc croisées, elles se chaînent l'une l'autre et elles sont en général agrafées, donc avec une agrafe de bronze qui réduit toute possibilité de mouvement entre elles. Et la seconde chose, pour résister au boulet, le profil est remparé, ça veut dire qu'il est rempli de terre jusqu'en haut, ce qui permet d'absorber les vibrations des tirs. Alors maintenant, pour l'assaillant, il faut 1000 coups de canon pour faire une brèche. 1000 coups de canon, ça veut dire que seul un État hyper centralisé peut se payer la brèche. Mais la façon la plus sûre d'empêcher l'assaillant de pénétrer dans le fort est encore de le garder à distance. Pour cela, chaque angle de la citadelle est doté d'un bastion. Les bastions sont des ouvrages pentagonaux rattachés au mur d'enceinte, pointant deux faces vers l'assaillant et protégeant de leur ligne d'artillerie les deux bastions voisins. Ces bastions permettent de faire des tirs croisés, c'est-à-dire depuis un flanc, on tire dans la face du bastion collatéral. On appelle le flanquement réciproque des ouvrages, qui est vraiment la clé du système. Et avec deux canons, vous pouvez couvrir 240 mètres de protection de fossé. Contrairement aux tours rondes des forts médiévaux, les forts modernes équipés de bastions ne laissent aucun angle mort. Ainsi, les assaillants pris en étau ne peuvent échapper au feu qui couvre la totalité des murs de l'enceinte et se croisent exactement à la pointe de l'édifice. En avant de la courtine, une autre fortification appelée demi-lune appuie les bastions pour freiner encore plus la progression de l'ennemi. La demi-lune va avoir comme fonction de protéger ces courtines dans lesquelles en général se trouvent les portes pour accéder aux enceintes intérieures ou au final dans le haut fort. Désormais, avec les bastions et les demi-lunes, l'ennemi, quand il regarde la forteresse, ne voit que des surfaces fuyantes à l'axe de ses tirs. C'est comme un hérisson qui ne présente que des angles pointus et jamais de surface perpendiculaire où l'ennemi pourrait tirer. Sur les bastions, des plateformes permettent à l'artillerie longue portée de se positionner. Mais contrairement aux stratégies défensives habituelles, au fort Saint-Nicolas, l'ensemble des canons n'est pas orienté vers la mer. Dans le fort Saint-Nicolas, les canons sont essentiellement orientés sur la ville de Marseille. Ils étaient assez proches des habitations, donc ils devaient vraiment intimider les Marseillais. Plus bas, le fort dit Gantôme, aujourd'hui coupé par la route, descend jusqu'à la rade pour verrouiller l'entrée du vieux port. L'artillerie placée à fleur d'eau, associée à celle du fort Saint-Jean, de l'autre côté de la passe, ne laisse aucune chance aux navires qui entrent ou sortent sans autorisation. L'intérêt de créer ainsi deux forts en vis-à-vis, c'est qu'ils vont pouvoir asphyxier complètement la passe du Vieux-Port. C'est une domination totale de la ville. Elle va être entre les remparts et les forts, elle va être complètement encerclée, phagocytée. Il est clair que Louis XIV adresse un message très fort aux Marseillais, qui est « Désormais, vous êtes du royaume et toute révolte sera matée ». C'est ça qu'il leur dit. Et ce message, ils l'ont très bien compris, puisque dès qu'on leur donne les coups des franches, ils viennent raser le côté du fort vers la ville. En 1790, malgré sa conception, un événement historique finit par ébranler la puissante forteresse. Au lendemain de la Révolution française, la population se venge de ce monument odieux en le démontant pierre par pierre.
À la Révolution française, les Parisiens vont prendre la Bastille et les Marseillais vont prendre leur Bastille à eux, c'est-à-dire les deux forts qui représentaient vraiment le pouvoir royal. Pendant quelques jours, ils vont casser les symboles royaux, c'est-à-dire les blasons de Louis XIV. Ensuite, ils vont commencer à se servir en pierre parce que c'était finalement une carrière à ciel ouvert pour bâtir leur maison. Des pierres utilisées entre autres par les Marseillais pour construire l'actuel quartier du Panier. Tout le front de ville du Fort Saint-Nicolas va être détruit dès 1793 et c'est Bonaparte, qui était officier d'artillerie à Toulon à l'époque, qui va faire interrompre la démolition du fort après le retour au calme, donc après la Terreur. Bonaparte va comprendre qu'ils sont en train d'abîmer un élément fondamental de la ville. Il va solliciter l'Assemblée pour qu'elle ordonne l'arrêt des démolitions. Aux yeux de Napoléon, sous le Premier Empire, le Fort Saint-Nicolas redevient une place forte stratégique. Il est reconstruit, mais la cicatrice des destructions reste encore visible aujourd'hui. On va restaurer les courtines du fort côté ville, ce qui explique pourquoi on voit très bien les parties basses sont en calcaire rose et la couronne, et les parties hautes sont en pierre blanche ou en moellon de Cassis du tout venant du XIXe siècle. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Fort Saint-Nicolas, comme les autres citadelles marseillaises, sont réquisitionnés par les forces d'occupation allemandes. En août 1944, elles sont libérées lors d'une âpre bataille, dont elles conservent encore les stigmates. Aujourd'hui, que ce soit les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas, le château d'If ou la basilique Notre-Dame de la Garde, chacun de ces monuments est le témoin d'un pan entier de l'histoire de Marseille, mais aussi de celle du pays. Objets d'avancée technique et architecturale remarquables, ils font perdurer le savoir-faire des bâtisseurs qui les ont érigés. Ils participent du mythe de la ville, ainsi qu'à son rayonnement à travers le monde.